Bonjour à tous. Donc, je vais tâcher de vous parler de quelque chose qui est probablement pas habituel sur le salon du Silmo. Mais j'avais envie de pouvoir avoir l'opportunité de donner cette conférence et de pouvoir échanger avec vous sur des sujets qui sont des sujets pour moi vraiment stratégiques, voire humanistes, et qui sont importants, à mon sens, de discuter dès maintenant. Donc, je m'appelle Sébastien Brusset, je suis designer en optique lunetterie depuis un peu plus de 2 décennies, plutôt spécialisé sur l'innovation. Ça fait 5-6 ans maintenant qu'on intervient beaucoup sur des lunettes connectées, puisque c'est une vraie réalité en tout cas en conception. Et donc on est assez impliqué sur ces éléments-là. Pourquoi je veux vous donner cette conférence? Eh ben, pas en tant que designer. Voilà, moi j'ai envie de vous parler en tant qu'être humain, de ce qui me touche. Alors évidemment par mon travail, parce que c'est comme ça que j'ai ces connaissances, mais c'est plutôt l'être humain qui parle plutôt que le designer et le professionnel. La raison pour laquelle je le fais, c'est, pour la petite histoire, il y a pas loin de 25 ans maintenant, en tant que tout jeune designer, j'ai eu l'occasion d'écouter un designer qui était très important et qui a dit quelque chose qui m'a marqué et qui me fait réagir encore maintenant, et qui disait: le designer, il est là non pas pour prendre parti, il est là pour répondre à un cahier des charges. Et moi je m'étais dit, j'étais tout jeune et je me suis dit, bon bah voilà, cette personne elle est très importante, elle doit certainement avoir raison, mais ça résonnait quand même un peu de manière étrange à l'intérieur. Et en fait, bah, si je suis là, c'est justement parce que je pense tout l'inverse. C'est-à-dire que en tant qu'être humain, en tant que designer, en tant qu'acteur, en fait, on doit être acteur, on doit prendre parti, et à tous nos niveaux, c'est important, on doit faire des choix. Et quand des choses nous semblent pas bonnes, eh ben, il ne faut pas les faire. Et quand on pense qu'on peut les améliorer ou qu'on peut les orienter, eh ben, il faut aussi les faire, parce que je pense que c'est notre rôle. Et donc de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Alors on a reformulé un petit peu le titre, mais ça tourne autour de l'intelligence artificielle, ça tourne autour de la réalité mixte, et évidemment ça tourne autour de ces nouvelles catégories de produits qui sont en train de naître, qui vont arriver très prochainement sur le marché et qui vont impacter le secteur de l'optique. Je pense à l'arrivée d'Apple, je pense à l'arrivée de Meta, je pense à l'arrivée des GAFAM, et qui arrivent avec des dispositifs qui sont des dispositifs qui peuvent sembler éloignés en fait de ceux dont on dispose aujourd'hui, de lunettes qui sont plus des casques, qui vont évidemment se miniaturiser, mais qui ont certaines propriétés, vous allez voir, qui sont étonnantes, très différentes évidemment d'une lunette classique, mais à un moment, les choses vont se rencontrer. Alors, je vais vous parler d'intelligence artificielle, je vais vous parler de XR. C'est quoi ces mots? Est-ce que vous les avez déjà entendus? J'imagine que oui. On va commencer par l'intelligence artificielle, évidemment, elle est omniprésente, tout le monde en parle, d'ailleurs on ne sait même plus très bien ce que c'est. On ne sait pas, c'est assez abstrait pour l'essentiel de nous, et pourtant on y est confronté en fait tous les jours, via Internet, via des algorithmes en fait qui sont affinés, qui récoltent de la donnée et qui finissent par connaître l'être humain mieux qu'il ne se connaît lui-même. Mais on y reviendra un petit peu après. Et puis la XR, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la réalité mixte. Vous avez certainement déjà entendu parler de réalité augmentée. Donc la réalité augmentée, c'est assez simple, c'est on ajoute en surimpression des informations dans votre champ visuel. Et la réalité mixte, c'est en plus, on vous permet d'interagir avec ces objets. C'est-à-dire que vous êtes dans votre environnement réel et vous avez la possibilité de voir des objets virtuels qui vont par exemple être posés sur cette table, parce que ça va avoir détecté la table et vous allez pouvoir interagir avec. Donc on vient enrichir la réalité et ça nous permet d'interagir avec. La XR aujourd'hui, elle est déjà très présente également. Alors l'intelligence... XR Experience. L'intelligence artificielle, si vous avez eu la chance d'écouter la conférence précédente, les exemples ne manquent pas. Donc Pulse Audition, Thibaut nous en a longuement parlé, avec des exemples qui sont très parlants. Effectivement, l'intelligence artificielle, ça a permis et ça permet encore des avancées extrêmement importantes dans le domaine médical, par exemple, où avec l'ensemble des données que nous récoltons, eh ben, on a une connaissance de l'être humain extrêmement fine, mais tellement plus importante que ce que toute l'humanité a pu connaître jusque-là, et qui s'accélère dans des proportions qui sont exponentielles. Donc en fait, on arrive à affiner la connaissance telle qu'on est capable de faire du prédictif sur des incidents qui pourraient arriver, parce que voilà, on sait, Thibaut l'a dit par exemple, l'Apple Watch, qui est un tout petit objet que beaucoup de personnes ont, bah, elles sont capables de détecter si vous allez faire un incident cardiaque ou pas, en avance évidemment,
c'est mieux plutôt qu'après. Et ça vous permet du coup de vous sauver la vie. Donc c'est quand même un exemple parlant de tout le bénéfice qu'on peut tirer de l'intelligence artificielle. Évidemment, ce n'est pas le seul. Par exemple, dans le domaine de l'ingénierie, on est capable d'optimiser énormément les structures pour aller chercher la résistance où on en a besoin, là où on peut affiner pour aller gagner du poids, pour économiser des ressources. En fait, c'est un outil qu'on utilise tous les jours, qui s'intègre de plus en plus. Et là, évidemment, vous avez entendu parler de ChatGPT, j'imagine. Vous l'avez peut-être même déjà utilisé en allant sur ChatGPT ou sur d'autres outils qui en fait utilisent les moteurs de ChatGPT et qui vous permettent d'avoir une conversation en fait avec une intelligence qui va comprendre finement les détails de la langue, votre manière d'écrire, qui va même vous connaître et va être capable de vous répondre à votre manière en fait. Donc c'est assez bluffant et ça effectivement ce sont des énormes opportunités. La XR c'est pareil, elle est très présente déjà aujourd'hui. Alors peut-être vous y avez été probablement moins confronté, mais je pense qu'on a tous entendu parler des casques de VR, de réalité virtuelle. Et là, vous avez les nouveaux acteurs. Donc, vous aviez Meta, qui est déjà un ancien acteur de la réalité virtuelle, présent depuis plusieurs années avec un certain nombre de dispositifs, et qui aujourd'hui arrive avec la nouvelle génération de leurs casques de réalité virtuelle. Je précise bien, c'est important, parce que ce casque de réalité virtuelle, c'est donc un casque fermé. Et puis ce casque, il vous permet malgré tout via des caméras de voir l'extérieur en fait. Voilà, vous voyez votre univers autour de vous et vous avez des objets avec lesquels vous pouvez interagir via ce casque. Vous avez l'Apple Vision Pro évidemment qui arrive l'année prochaine, donc un casque très très haut de gamme et qui fonctionne sur le même principe. Vous avez un casque qui est totalement fermé et vous avez un écran à l'intérieur qui vous restitue finalement l'environnement extérieur. C'est très utile dans le domaine du gaming. Par exemple, évidemment, on peut jouer, mais voilà, on va dire c'est ludique, c'est un aspect un peu ludique. C'est très utilisé aussi dans le domaine du médical pour intervenir durant des opérations. En fait, dans le domaine professionnel, c'est déjà extrêmement présent. Dans la logistique, par exemple, on commence à avoir vraiment de la réalité, de la XR, de la réalité mixte qui vous permet de bouger. Vous êtes géolocalisé, vous voyez exactement où sont les zones où vous devez intervenir. Vous avez des instructions qui viennent. Vous pouvez éventuellement interagir avec les mains avec. C'est déjà en fait très utilisé et depuis, c'est pas tout récent dans le domaine professionnel. Et la Google Glass qui a été effectivement un coup, on va dire dans l'eau, c'est pas un coup dans l'eau parce que c'était un super test en fait de la part de Google, mais a introduit en fait ces usages dans le domaine professionnel et aujourd'hui ça y est, ça arrive dans le grand public. L'Apple Vision Pro, c'est censé être demain votre ordinateur, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'écran, vous êtes dans votre environnement et vous avez un ensemble de fenêtres. Tout ce que vous faites avec votre ordinateur, votre iPad, votre iPhone, vous pourrez le faire avec votre casque de manière plus spatiale, je ne vais pas dire plus efficace, mais plus spatiale, c'est-à-dire c'est vraiment autour de vous et vous aurez la possibilité d'être complètement immergé dans un autre univers également. Donc ça, c'est des choses qui arrivent et comme je vous le dis, dans le médical, dans le domaine professionnel, c'est des choses qui sont extrêmement utiles. Mais, alors, j'imagine que tout le monde a entendu parler de l'allégorie de la caverne et en fait, c'est évidemment... J'allais dire le risque, mais c'est déjà quelque chose en fait qu'on vit aujourd'hui. Alors pas nécessairement via ces casques de réalité mixte, mais déjà via nos smartphones en fait. On parle beaucoup de métaverse, vous avez des gens qui ne voient le monde qu'à travers le filtre de leur smartphone. Ils sont déjà en fait finalement sur un petit écran qui leur présente une réalité qui n'est pas la réalité de l'extérieur. C'est-à-dire sur Instagram, la réalité ça n'existe pas, on le sait bien. Et quelque part... Vous avez des gens qui vivent par Instagram, c'est-à-dire qu'eux-mêmes se montrent via des filtres et leur réalité c'est ça, c'est pas ce qu'ils sont eux et d'ailleurs ils ne sortent plus de chez eux, hein. Ils sont via ces filtres, c'est ça leur réalité. Pourquoi l'allégorie de la caverne? C'est parce que je vous ai expliqué précédemment que la réalité mixte c'est la surimpression d'objets sur la réalité. Mais sauf que quand on fait de la réalité mixte avec des casques qui sont des casques fermés, la perception de la réalité via les caméras, c'est pas la réalité, ou ça peut ne pas être la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, avec l'intelligence artificielle et avec la puissance aujourd'hui des algorithmes,
Vous avez peut-être tous entendu parler aussi de deepfake, de vidéos qui sont trafiquées parfois en temps réel. Finalement, vous ne pouvez plus croire ce que vous voyez à travers un écran. Parce que tout est falsifiable et extrêmement facilement. Et donc si vous vivez à travers un écran via le casque et que vous passez votre temps derrière cet écran, vous n'avez pas la certitude que la réalité que vous percevez est la bonne. Vous pouvez interagir dessus, vous pouvez vous-même la modifier, ou vous pouvez, entre guillemets, vivre la réalité qu'un autre va vouloir vous transférer. C'est pour ça que cette allégorie de la caverne avec ces dispositifs, eh ben, elle est on ne peut plus d'actualité. Alors, les conséquences possibles, et on parle bien de possibilités, hein, on est bien d'accord, on parle pas, voilà, on ne dit pas c'est ça. Les conséquences possibles, évidemment, c'est l'isolement. Et l'isolement, c'est pas une projection. Je vous parlais des gens via Instagram qui finalement se filtrent tellement qu'ils ne veulent plus être vus dans la réalité telle qu'ils sont. Donc déjà, en fait, ils s'isolent. C'est-à-dire que leur communauté, les échanges qu'ils ont aujourd'hui sont faits via les réseaux sociaux. Avec un dispositif de ce type-là, la réalité devient quelque part peut-être celle qu'on subit, mais aussi celle qu'on va vouloir souhaiter, celle dans laquelle on va vouloir vivre et qui ne va plus correspondre à ce qu'elle est, et limiter effectivement les interactions à peut-être des gens uniquement que l'algorithme aura sélectionné pour qu'on puisse interagir avec eux parce que ça correspond à peut-être nos choix, enfin ce que l'algorithme considère être nos choix. En tout cas, on se retrouve en fait derrière un filtre permanent. C'est évidemment un danger, il peut y avoir des bénéfices, mais c'est un danger, et en fait c'est un danger surtout si on ne fait rien. Si on laisse en fait et qu'à la fin on se retrouve un petit peu emprisonné. J'ai lu il y a peu que Steve Jobs, qui a lancé, enfin qui est le fondateur d'Apple, qui avait une vraie vision pour sa société, puis pour la société en général. Quand ils ont créé l'iPhone, en fait, il ne pensait pas que ça deviendrait à tel point un objet, une drogue. Et en fait, il semblerait que ça ait pu être un problème pour lui, c'est pas quelque chose qu'il avait anticipé. Nous, en tant qu'utilisateurs, on a trouvé que c'était vraiment un outil qui était un outil extraordinaire, et petit à petit, on s'est retrouvé totalement absorbé par cet outil. On est consentant. Quand on marche dans la rue et qu'on voit des gens qui sont tous sur leur smartphone et qui vivent à travers, enfin, qui n'ont pas nécessairement conscience de leur environnement, qui sont à travers leur smartphone, c'est quelque part, c'est un choix. Mais en fait, c'est un petit peu comme la grenouille qu'on met dans la casserole et qu'on fait chauffer. Et on ne se rend pas compte en fait qu'on a été prisonnier d'un système qui effectivement nous a apporté un peu de chaleur au début, et puis à la fin, ça commence à devenir problématique. Et donc, là, je vous amène deux visions en fait, qui sont deux visions assez différentes. C'est-à-dire, qui sont même antagonistes en fait, ces visions. On a le marché de la vision, on a le marché de l'optique, et sur ce marché, vous avez des nouveaux acteurs qui entrent, comme je vous le disais, les GAFAM, et eux, leur rôle, ça va être d'enrichir le réel, de le travestir pour notre bien ou pas, mais en tout cas de le transformer, de l'augmenter. Ça, c'est le rôle des GAFAM, et qui arrive on va dire, sur notre secteur, sur notre marché. Et de l'autre côté, vous avez le métier d'origine de l'opticien. Et lui, au contraire, son métier d'origine, c'est percevoir le plus finement possible la réalité du monde. Sa beauté, le développement en fait, de la vision, le développement de l'opticien, il faut quand même le corréler à la transmission du savoir. Qu'est-ce qui a permis la transmission du savoir ? C'est la vision, c'est les lunettes. C'est comment est-ce que les moines étaient capables d'écrire les manuscrits qui ont transmis la connaissance ? Eh ben, c'était parce qu'ils étaient capables de voir correctement avec des lunettes. Comment est-ce qu'on a pu lire des livres passé 40 ans ou 45 ans ? C'est parce qu'on était capable de porter des lunettes. Et donc la lunette, elle a toujours accompagné l'homme dans son développement en tant qu'être humain, voilà, un développement humaniste. Et aujourd'hui, ces deux visions, eh ben, elles sont extrêmement différentes. Et la question qui se pose, en fait, finalement, quel choix on veut ? Que veut-on pour sa société ? C'est vraiment la question que je vous pose, parce que moi, en tant que créatif, que designer, moi, je sais qu'un monde qui serait totalement travesti, où je n'ai plus la perception de la réalité, en fait, et pas de ma réalité, mais de la réalité, moi, c'est quelque chose
que je trouve pas bon pour l'humanité. Et donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui me séduit, c'est pas là où j'ai envie d'aller. Par contre, l'idée, c'est pas non plus de refuser, enfin, à mon sens, pour moi, ça n'est pas de refuser le progrès, c'est plutôt de mettre des garde-fous sur la technologie et de l'utiliser à bon escient. Et en fait, pour ça, et c'est tout le but de cette petite conférence, et c'est tout le but de ce qu'on fait sur Silmonex, c'est, en fait, pour faire des choix, il faut connaître. Et pour connaître, eh bien, il faut qu'on vous apporte cette connaissance, la connaissance qu'on a. Et donc, on vous présente où en est la technologie, on vous amène, on vous montre, on vous parle depuis 5 ans maintenant que le Silmonex existe, de ces avancées technologiques qui vont vraiment aider d'un côté quand on parle de Pulse Audition, quand on parle de sociétés comme Laclaré, comme Abeille par exemple, qui sont exposées sur la partie Next. On a un côté amélioration de la santé, un énorme bénéfice en fait de la technologie. Et en ça, la technologie, elle est extrêmement bonne. Mais peut-être et probablement qu'il faut mettre aussi des garde-fous pour ne pas se retrouver en fait prisonnier d'une image d'Épinal. Et je terminerai avec cette citation qui est, je trouve, assez pertinente. C'est l'Homo sapiens, c'est la capacité en fait de l'homme à penser. Et en fait, on va se transformer avec l'intelligence artificielle qui pense à notre place, et de plus en plus, si on la laisse penser à notre place, bien entendu, eh ben peut-être qu'on va se transformer, nous, plus en homo faber, c'est l'homme qui fabrique des outils, qui fabrique des outils. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé, que c'était pas trop perché. Voilà. Mais ça m'a fait plaisir de pouvoir vous parler de choses qui nous animent et nous inquiètent. Je vous remercie beaucoup. S'il y a des questions, bien entendu, ou des échanges, je serais ravi de les avoir. Merci à tous. Il marche pas. Bonjour, la question c'est que vous avez présenté l'IA de manière assez neutre par rapport à ce qui est, c'est ni bien ni mal ou autre, mais en tant que designer créatif, même papa humain, plutôt optimiste ou pessimiste? C'est une excellente question. En fait, les plus belles technologies ont souvent été inventées pour une raison qui n'a pas été utilisée par la suite, en fait. Parfois, c'était utilisé pour des choses qui étaient absolument atroces. Et puis, parfois, au contraire, des découvertes qui, dans le domaine du militaire, par exemple, ont réellement amélioré l'être humain. Pour répondre à votre question, moi, je pense qu'il y a énormément de bons, en fait, évidemment, dans l'intelligence artificielle, parce que ça nous amène une connaissance de l'être humain qui est extraordinaire, notamment dans le domaine du médical. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut permettre de très grandes avancées. Donc, l'intelligence artificielle en tant que telle, pour moi, c'est pas une bonne chose ou une mauvaise chose, finalement, c'est à quoi on s'en sert. Je vais parler de quelque chose, je ne l'ai pas évoqué là, mais l'ubérisation. En fait, qu'est-ce que l'ubérisation? L'ubérisation, c'est une première mise en place déjà de l'intelligence artificielle qui a permis de couper certains intermédiaires et d'être plus efficace. Là, on arrive, en fait, avec cette génération d'algorithmes, à être encore plus efficace. Et donc, demain, à réduire... En fait, l'ubérisation, c'est réduire les intermédiaires dans la chaîne qui ont le moins de valeur entre le service et le consommateur. Et en fait, on est en train de réduire de plus en plus cette chaîne. Et donc, d'un point de vue humain, si on utilise, en fait, cette intelligence artificielle pour permettre de limiter le plus possible, c'est terrible, mais la déperdition de la marge, c'est extrêmement mauvais. Je veux dire, à mon sens, il faut que cette intelligence artificielle soit au service de l'humain et pas à son détriment. Et donc, c'est important aussi de la contrôler. Mais moi, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que je pense que pour avoir un avis, il faut la connaître, il faut la tester, il faut l'essayer. Moi, en tant que designer, j'ai vu des algorithmes utilisés pour, par exemple, créer des produits, pour générer de l'image, générer de la photo. Ça pourrait être quelque chose de dangereux. Pour autant, ça peut aussi être un véritable outil. La question, c'est ne pas se faire remplacer. Voilà.
Je vous dis ça par rapport à Geoffrey Huntington, qui est un des pères fondateurs des réseaux neuronaux, qui a travaillé 10 ans pour Google Meta, qui était donc le père un petit peu de Bard, qui a démissionné au mois d'avril de cette année. Et donc il a fait une déclaration pour dire qu'aujourd'hui, il regrettait l'invention de sa vie. Donc voilà, ça laissait perplexe par rapport à ça. En fait, pour répondre à ça, parce que c'est intéressant, moi je suis un fan de dystopie, évidemment, et d'anticipation. Et en fait, on a tendance à tendre, malheureusement, vers toutes les choses qu'on a pu écrire et qui étaient même terrorisantes, mais bizarrement, on y arrive et on les reproduit. Enfin, je veux dire, on a tous des films d'anticipation en tête ou des livres qui parlent d'une intelligence artificielle qui finirait à la fin par prendre le contrôle sur l'humanité. En fait, ça a un côté risible, c'est-à-dire que les gens qui sont passionnés par l'intelligence artificielle rient et disent mais oui, mais on va mettre des garde-fous, etc. Mais c'est un danger. Et en fait, moi je pense que c'est dangereux en fait de jouer aussi aux apprentis sorciers à vouloir aller toujours plus loin sans garde-fou. Voilà. Et je comprends effectivement cette approche de dire mais est-ce qu'on n'est pas allé trop loin finalement? Effectivement. Mais si c'est utilisé à bon escient, c'est un outil extraordinaire. Vous avez des développements, par exemple sur Futurology, on a un partenaire qui s'appelle Skouga, qui nous a confié que ça fait 7 ans et demi qu'ils travaillent sur leur dispositif. En 3 mois, en fait, grâce à l'intelligence artificielle, ils sont allés mais beaucoup plus loin que ce qu'ils auraient jamais imaginé. Donc en fait, c'est des outils. S'ils sont utilisés à bon escient, ce sont des outils. C'est un outil extrêmement performant. Il faut peut-être juste le cadrer. Et en fait, pour le cadrer, c'est aussi une demande, je pense, des citoyens de mettre aussi des garde-fous et de faire porter par les États responsables, voilà, de normer peut-être un peu les choses et de réguler, parce que réguler tout et n'importe quoi, je pense que ça n'a pas de sens, mais réguler des enjeux qui sont des enjeux d'être humain, oui, ça c'est capital. Il faut le faire. Je vous en prie. Je voulais vous poser une question simplement. Si demain, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, d'accord, il n'y a plus d'ordinateur pendant, je sais pas, pendant 2 mois parce qu'il y a une explosion atomique, qu'est-ce qui va se passer de l'intelligence normale des gens qui sont déjà des robots, qui sont déjà robotisés? Voilà ma question. C'est évidemment une excellente question. Aujourd'hui, on est extrêmement dépendant de la technologie. Mais en fait, en vrai, l'être humain a créé au fur et à mesure les outils de sa propre dépendance. Parce qu'on a amélioré aussi considérablement notre qualité de vie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne s'imagine pas sans la technologie. C'est évident. Si demain Internet tombe, même en ayant l'électricité, je pense que c'est extrêmement difficile quand tout est virtualisé. On est bien d'accord. Et en fait, c'est aussi tout l'enjeu. Parce que quand on est tellement assisté à la fin, on utilise effectivement plus son intelligence. On se retrouve homo faber plus que homo sapiens. Pour autant, je ne sais pas si vous avez entendu ça, c'est des faits qui sont aussi assez intéressants, c'est que aujourd'hui, les métiers qui sont les plus demandés et qui font certainement partie des métiers les plus rémunérés, c'est les métiers de ce qu'on appelle les prompt engineers, c'est les gens qui s'adressent à l'intelligence artificielle. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait l'intelligence artificielle, elle maîtrise la langue parfaitement. Et donc ça nous oblige, si on veut tirer vraiment parti de l'intelligence artificielle, à s'exprimer parfaitement et se réattribuer des outils de la langue. Donc ça peut être extrêmement positif aussi. Voilà, c'est des essais qui sont très intéressants à faire. Voilà, il faut savoir écrire, il ne faut pas faire de fautes, il faut connaître sa grammaire. Et si on fait ça correctement, effectivement, on en tire vraiment des bénéfices. Merci beaucoup.